12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Le photojournalisme est à l'honneur ce midi dans notre table critique. C'est le point commun des deux livres dont nous parlons. Au menu d'abord, Lee Miller, l'une des plus grandes photographes du XXe siècle, dont la reconnaissance a été tardive. Son fils réunit dans un ouvrage ses 115 clichés les plus marquants. Et puis nous feuilleterons ensuite, nous allons feuilleter un demi-siècle d'histoire raconté en images à l'occasion des 50 ans du journal Libération, journal dont la photo fait partie intégrante de son ADN. Et on en parle avec vous, Corinne Rondeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes critique d'art et maître de conférences en esthétique et sciences de l'art à l'université de Nîmes. Et on en parle avec vous, Stéphane Coréard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes critique et commissaire d'exposition, directeur artistique de la galerie Love & Co à Paris. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture. Et nous débutons donc avec ce livre consacré à Lee Miller intitulé Photographie au pluriel aux éditions Del Pirenco. Une jeune fille qui joue du boussium. Évidemment, ça surprend comme ça. Vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a choisi cet instrument avant. Instrument avant utilisé dans la musique roumaine. Musique qui fait référence et instruments qui font donc référence à l'une des 115 photographies présentes dans ce livre. On découvre toutes les périodes et toutes les vies de Lee Miller. Excusez-moi, ça fait rire tout le monde autour de cette table. Je suis désolé, je pensais pas que ça ferait un tel effet. Bref, on rencontre donc Lee Miller à toutes les périodes de sa vie et toutes les vies même qu'elle a vécues. Quand elle rencontre les artistes surréalistes à Paris, Picasso, Cocteau, Man Ray, quand elle ouvre son propre studio à New York. On rencontre aussi, enfin en tout cas on apprend ces allers-retours permanents entre les États-Unis et l'Europe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle sera à Londres. C'est là qu'elle va devenir correspondante de guerre. Elle documente notamment l'engagement des femmes, puis la France après le débarquement et au moment de la libération. Cette partie de sa vie d'ailleurs est racontée dans un biopic qui doit sortir prochainement en France. Il n'y a pas encore de date. Elle sera incarnée par Kate Winslet qui signe l'avant-propos de ce livre dont les photos ont été choisies par le fils de la photographe, Anthony Penrose. C'est l'une des femmes photographes les plus importantes du XXe siècle. Stéphane Coréard, reconnaissance tardive, mais enfin, si je puis dire. Oui, alors il faut d'abord préciser que c'est la version française d'un livre qui a été publié par Thames Hudson. Et effectivement, c'est un peu plus de 100 photographies sont reproduites par ordre chronologique, ce qui est assez intéressant parce qu'on a l'impression effectivement de se mettre dans les pas de Lee Miller et de découvrir le monde avec elle. Vous avez raison, sa reconnaissance est peut-être tardive, mais on se rend compte avec le recul peut-être justement que c'est sans doute la plus grande photographe surréaliste et peut-être même la seule, je pourrais dire de manière un peu provocante, dans le sens où les autres artistes surréalistes qui ont utilisé la photographie, et parfois avec une vraie maestria, comme évidemment Man Ray qui a été son compagnon, Belmer ou même Dora Maar, l'ont souvent plus utilisé dans des expérimentations purement plastiques, avec en référence finalement la peinture, le dessin, la sculpture pour Belmer par exemple, qu'il utilise pour fixer ses jeux sexuels ou ses fantasmes, ou Dora Maar qui privilégie le collage, le photomontage, ou Man Ray, les rayogrammes, etc. Elle, en fait, son fils, Anthony Penrose, qui signe le texte, qui est d'ailleurs très précis et très instructif du livre, appelle ça des images trouvées. C'est un terme peut-être faute de mieux, c'est une manière de dire que ces images ne sont pas trafiquées, ce sont vraiment des prises de vue du réel, je dirais, mais qui sont des équivalents photographiques des jeux surréalistes. Cadavre exquis, écriture automatique, exploration de l'inconscient, des hasards objectifs, mais avec le médium photographique lui-même, qui est un médium, il faut le souligner, qu'elle connaît depuis toujours, dont elle maîtrise y compris la chimie, parce que son père était photographe, et d'ailleurs la faisait poser nue, ce qu'on découvre dans le livre, c'est assez dérangeant. C'est là où elle débute son initiation effectivement avec son père très jeune. Ensuite, il y a ses allers-retours à Paris. Comment est-ce que vous, Corinne Rondeau, vous avez observé en fait cette partie artistique de Lee Miller appliquée ensuite à la réalité brutale du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale. Elle ira ensuite aussi dans les camps de concentration. Voilà, on a quand même deux mondes qui se percutent.
Oui, et à la fois non. Je pense que effectivement l'intérêt de la chronologie, qui est très intéressant dans la mesure où en fait ça revient aussi à la biographie que Anthony Penrose, son fils, avait faite. Lee Miller, les vies de Lee Miller, c'est-à-dire il y a une vie, mais qui sont des vies à l'intérieur d'une vie. Et ça, c'est absolument extraordinaire, dans la mesure où sa vie est quand même un roman, je veux dire, au-delà du viol qu'elle subit à 7 ans, je crois, puis les photographies où elle pose, où son père lui dit on fait la distinction entre la sexualité et l'amour. Elle dit qu'elle commence à vivre dans une chambre noire, un laboratoire, donc elle vit avec la photo. Elle donnera même des conseils à Man Ray pendant qu'il fera de la peinture. Elle fera les photos de mode à sa place. Et c'est la réalité, c'est aussi qu'est-ce qu'on va saisir de la rencontre avec un objectif. Et ça, c'est toujours là, d'une certaine manière, parce que même la rencontre, la manière dont elle rentre dans la mode, après avoir été dans une école d'art pour faire de la composition, du dessin, et puis elle dit qu'en fait, laver les pinceaux, il n'y en a jamais de tableau à la fin, c'est trop fatigant, et que la photographie représente le rythme moderne. Et c'est une jeune femme moderne, elle est la flapper, c'est une jeune femme légère, brillante aussi, et pas si cynique que ça, qui veulent se servir de leur intelligence. Et cette femme qui est quand même, elle rencontre par hasard Condé Nast, le fondateur de l'Empire de presse. Elle manque de se faire écraser. Elle s'évanouit à ce moment-là par quelqu'un qui la retient, et c'est Condé Nast, et qui lui dit et si vous posiez dans Vogue. Et elle rencontre Station. Enfin, vous voyez que cette vie est faite de rencontres, d'une violence et d'un point de radicalité permanent, parce que lorsqu'elle va, elle s'arrête d'être modèle au moment où en fait elle pose pour Station une publicité pour des serviettes hygiéniques Kotex. Et on dit à ce moment-là, on ne veut plus la fille de Kotex. Et sa vie, sa carrière. Pourquoi ? Parce que c'était des ventes de serviettes hygiéniques. Donc en fait cette carrière s'arrête là. Elle n'a plus de demande pour poser. Elle part en France et là elle dit je suis chez moi. Elle rencontre Man Ray, ils se disputent. Elle repart comme vous l'avez dit aux États-Unis. Elle ouvre un studio qui marche très bien. Elle s'ennuie, qu'elle n'en peut plus. Et donc là-dessus, vous avez Aziz et Louis B qu'elle avait rencontré à Paris, qui lui demandent de s'épouser. Elle part. Cette femme n'est jamais que là où elle choisit d'être. Et par ailleurs, c'est vrai que le fils parle d'images trouvées, de surréalisme. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur la couverture du livre, c'est portrait d'un espace. Je crois que le portrait de l'espace. Et cette photographie est exactement l'autoportrait de Miller. C'est-à-dire toujours à la rencontre d'une limite, c'est-à-dire vous avez une moustiquaire qui est trouée, dans lequel il y a un cadre, et vous avez un horizon de désert au bout de cette image. Et Miller, c'est toujours prendre le trou, c'est-à-dire prendre toujours l'inconnu face à elle. Elle n'est jamais que là où elle a voulu être. Et je crois que quand elle rencontre Penrose à Paris, puisqu'elle se marie avec et Louis B, et elle part à Londres. Elle part à Paris, elle le rencontre, et ensuite, non, mais ce qui est intéressant, c'est que elle a cette liberté permanente, et cette liberté, c'est quand même la recherche du point de réel où on se trouve. Ces photographies sont extraordinaires dans la mesure où il y a un cadrage incroyable. La manière, moi, je suis pas absolument d'accord. Alors peut-être que la rencontre à la forme surréaliste. Peut-être, mais chercher à voir la surréaliste dans la photographie, je suis pas sûre, parce que c'est manière dont elle est toujours au point d'une dualité et d'un envers et un dedans et un dehors. D'ailleurs, la porte de Buchenwald, elle est à l'intérieur et elle fait cette photographie. Enfin, moi, je trouve qu'elle a un rapport. Bon, bref, je laisse de Stéphane Correa. Non, c'est tout à fait intéressant de citer cette photo de 1937, effectivement faite en Égypte, Portrait of Space, parce que c'est celle que l'éditeur français a choisie pour la couverture du livre, et c'est la seule différence avec l'édition originale. Sinon, c'est exactement la même maquette. C'est très intelligent d'avoir choisi cette photo, parce qu'effectivement, il y a quelque chose dans toute la photographie de Lee Miller qui est de l'ordre du dévoilement, du voile déchiré, et c'est quelque chose qui, effectivement, se voit dans cette photo, mais aussi dans beaucoup d'autres photos où il y a par exemple, pendant les bombardements à Londres, il y a
des fenêtres qui sont déchiquetées. En Allemagne, c'est comme une verrière comme celle du Grand Palais en 1945 qui, pareil, avec les bombardements, est totalement explosée. Et on voit toujours, ce qui est intéressant, on se voit toujours à travers. Elle photographie aussi pendant la guerre une salle d'opération qui est une tente et elle est éclairée et c'est comme une lanterne dans la nuit. Et il y a toujours ce franchissement chez Lee Miller qui est passionnant. Et là où c'est surréaliste, je ne dis pas forcément dans l'imagerie, c'est plutôt dans les procédés. Par exemple, elle joue sur des contrastes très violents qui pourraient presque être comiques. Par exemple, en 1939, elle photographie Sandra, qui est mannequin pour Pidou, dans les studios de Vogue, à côté d'un porte-manteau qui croule de couvre-chef militaire. Il y a ces contrastes extrêmement violents. Il y a des photos, une des plus célèbres et qui est une des plus belles de 1945, qui est son autoportrait nu dans la baignoire d'Hitler à Munich. Qui est une photographie incroyable dans sa mise en scène. Elle est nue dans cette baignoire. Il y a le portrait du Führer qui est sur le bord de la baignoire. Et au premier plan, il y a un tapis de bain un petit peu ridicule et qui est crotté par ses bottes qui sont là, qui sont les bottes avec lesquelles elle vient de visiter les camps de concentration dont elle a rapporté des images extrêmement dures. Et c'est ça que je trouve surréaliste. C'est vraiment que l'insolite dévoile des choses du réel. Corinne Rondeau, sur cet insolite, sur le franchissement aussi des frontières peut-être de ce qu'on attend de cette photographe, notamment avec cette photo qui fait beaucoup parler, cette photo d'elle nue dans cette baignoire d'Hitler avec un autre photographe qui s'appelle Sherman. Oui. Non, je suis d'accord avec Stéphane et je suis d'accord avec mais à l'inverse, c'est-à-dire le point de réel, c'est le point de réel qu'elle fait venir à l'intérieur de ses compositions, parce qu'elle a un sens de la composition dans le réel qui est absolument saisissant. Quand on parle effectivement de ces séries de Vogue, elles sont, et c'est la joliesse qui fait apparaître la crudité du réel. Et il y a ça à chaque fois, même quand il y a ces gants stérilisés d'une infirmière, cette manière d'arbre complètement artificielle, c'est aussi ça le réel, c'est-à-dire cette manière de devoir agir, de soigner en temps de guerre, etc. Moi, je trouve que, et cette manière, la manière dont elle photographie les cadavres, qui est saisissante, on a l'impression qu'elle est sur les cadavres, cette manière de serrer le cadre qui est impressionnante. Elle a un point sur le réel qui est dévastateur, je trouve, et c'est ça qui fait la force de ces photographies. Une centaine d'œuvres choisies donc par son fils Anthony Penrose. Le livre s'appelle Lee Miller, photographie au pluriel, et c'est aux éditions Delpire & Co. Corinne Rondeau, on va parler, vous avez un coup de cœur. C'est le catalogue d'une exposition consacrée à la peintre américaine Lee Lozano, une des figures majeures de l'art conceptuel américain. Oui, je vais le faire vite parce qu'on va pas avoir beaucoup le temps, mais allez-y, c'est un dis donc que c'est une, comme le dit la critique Lucie Lippard, c'est une badass girl, une fille qui déchire tout, une vraie teigne. C'est une peinture d'une radicalité dingue. Quand on arrive, il y a de l'expressionnisme, il y a du dessin, il y a de la peinture dont le rapport massif est impressionnant. C'est quelqu'un dont pourquoi cette exposition et ce livre s'appelle Strike, c'est un livre noir. Il y a Strike, et donc elle décide très vite, d'ailleurs, son projet, c'est se mettre en marge du monde, je dirais, du monde des beaux quartiers, mais aussi du monde de l'art. Et elle cherche sa vie, dans sa vie, une révolution personnelle et publique totale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à la fois qui va avoir un rapport radical à sa manière de s'exprimer à travers le dessin. Il y a à la fois de la publicité, il y a des formes publicitaires, de messages, en même temps que des formes très organiques. Il y a du corps énormément. Il y a toute une série je dirais avec la peinture, sa série tools et d'objets qui sont des outils, des vis. Enfin, ces choses sont d'une organicité. Vous avez des organes aussi seins, sexe. Vous avez un courbet qu'elle a repris, l'origine du monde, mais en fait le sexe de la femme est remplacé par l'orifice d'une machine à sous. Donc pour vous donner un petit peu le détail, c'est quelqu'un qui dès 14 ans se fait appeler par un nom masculin, Lee, et qui va ensuite rejeter la représentation de la femme américaine traditionnelle. Donc il y a quelque chose d'elle de très radical, très jeune, et ensuite il y a toute cette manière de faire du dessin, de la peinture, d'être dans couper les tous en parlant des sexes des hommes, que ce soit bien fait, mais elle n'a jamais été non plus féministe, dont elle est consternée quand elle va dans des
dans des conférences. Et puis ensuite, il y a ce côté de volonté de disparaître, et elle va vraiment disparaître du monde de l'art après une série de post-objets, c'est-à-dire des formes minimales, et puis ensuite de l'écriture. C'est une expérience à la fois à l'exposition, à la bourse, géniale. Le livre, il fait de textes très courts, il y a toute l'iconographie, c'est formidable. Le catalogue de l'exposition Lee Lozano Strike, donc c'est aux éditions DAP Artbook. Et l'exposition, c'est la Bourse du Commerce à Paris jusqu'au 22 janvier. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Et nous parlons à présent des 50 ans dans l'œil de Libération, beau livre aux éditions du Seuil. Je crois que ça fait partie du traitement de l'information, ça fait partie d'une presse moderne, donc de penser que la lecture d'un journal, le feuilletage même d'un journal, est un spectacle, c'est-à-dire au sens un peu américain du terme, entertainment. La photographie dans un journal papier, symbole d'une presse moderne. C'est ainsi que Serge July justifiait la place de la photo dans Libé en 1984, de la fameuse une affiche. Tout le monde regarde une précieusement chez lui à l'occasion d'un grand événement d'actualité. À la dernière page du portrait de Libé, la photo est partout dans ce journal. Alors, à l'occasion de ses 50 ans, cet ouvrage, signé par le patron du service photo, Lionel Charrier, et une ancienne plume du quotidien, Charlotte Rothman, revient sur le travail iconographique du quotidien et de tous les photographes qui y collaborent. Ce beau livre vous a-t-il fait de l'œil, Corinne Rondeau? Oui, il m'en a fait. Depuis Arles, il m'a fait de l'œil. Il m'a fait de l'œil parce qu'effectivement, c'est intéressant c'est bien l'œil qui est au centre de ce catalogue. C'est pas, on peut regretter qu'il n'y ait pas de une en page directement, mais que des vignettes et des unes avec les journaux qu'on a achetés évidemment. Mais j'ai un rapport à ce livre assez nostalgique, on va dire, puisqu'en fait, quand on le feuillette, on se dit à quel point on se rappelle de beaucoup d'images et à quel point on ne se rappelle pas de beaucoup d'images. Et donc, il y a aussi ce rapport du noir et blanc au passage à la couleur. On a une histoire de la photographie littéralement à l'intérieur de ce livre. C'est moins le journal, on va dire, même si les périodes, les 5 parties du livre sont remis en perspective d'un point de vue de l'actualité qui a été traversée. C'est un livre vraiment d'images et où on voit vraiment le rapport de la commande à la publicité. Alors bon, il y a une politique d'auteur grâce à Christian Cojol, par lequel démarre vraiment cette inscription, même si elle est antérieure, avec l'agence presse Libération qui est le squelette, le noyau maoïste, on va dire, très du fort, journal, ouais. auquel se rattache Serge July, puis en plus ça démarre. Et puis c'est à partir de la mort de Sartre, on va dire que le journal va prendre peu à peu sa marque. Et moi, ce que j'avais remarqué à l'exposition, et c'est encore plus clair dans Parce qu'il y avait une exposition à Arles cet été, oui. Et donc du coup, aussi à l'occasion de ces 50 ans de cet anniversaire, dont est à peu près issu le livre. C'est ça. Sauf qu'il y avait 100 photographies, là il y en a 300 à peu près, je crois, dans ce livre. Et donc on voit l'évolution de la photographie qui va devenir de plus en plus plasticienne. Il y a moins de tragique, on va dire, en termes de photos. D'abord, la photographie noir et blanc rapporte beaucoup plus de drame, je trouve, de mon point de vue personnel, et que les portraits même sont moins, je dirais, critiques. La liberté de Libé, à une époque, je trouve, se perd beaucoup plus. Mais c'est un beau trajet et c'est une plongée, comme les historiens disent. Vous savez, il ne s'agit pas de voir, il faut revoir. Et je trouve que ce livre sert à ça, à revoir. Stéphane Corréard, il y a l'esprit de Libé qui est plus présent aux origines qu'aujourd'hui. On voit une évolution aussi dans ces photographies, selon vous? Alors, on voit une évolution. D'abord, je voudrais juste préciser que l'exposition va venir à Paris dans quelques semaines. Je me souviens plus où, mais elle est aux Archives nationales à Paris jusqu'au 18 février prochain dans la cour. Donc, on pourra la voir. Je reviens sur la figure de Christian Cojol, qui est effectivement clé parce qu'il était le directeur du service photo de Libération. Il signe beaucoup de textes parce qu'il y a des textes donc de Charlotte Rothman qui eux sont sur les décennies, mais ne parlent pas de photos finalement. Et puis ensuite, ce qui est une merveille, c'est que chaque photographie est légendée, soit par son auteur, soit par un acteur important de l'histoire, notamment Christian Cojol, qui non seulement était le directeur du service photo, mais c'est lui qui a vraiment fait des photographes, des journalistes à part entière. Il a obtenu que tous les membres du service photo aient leur carte de presse, y compris les iconographes, ce qui dit bien la place de chacun, qui est une place de journaliste, et que la photo qui était au départ dans le sous-sol avec la fabrication remonte dans la rédaction. C'est essentiel parce que c'est effectivement ce que dit Corinne est tout à fait vrai, c'est-à-dire que c'est un journal sans texte.
Il y a des journaux sans images. Le Monde l'a été longtemps. Et Libération, c'est presque un journal sans texte. Enfin, parfois, il faut le lire. Et d'ailleurs, souvent, on regrette de ne pas le lire. Par exemple, quand on voit la photographie de Gainsbourg, on pense aux textes de Bayon, sublimes sur la chanson française, qui ont bercé notre jeunesse. C'est effectivement une histoire de la photographie parce que, surtout Christian Cojol, mais aussi ses prédécesseurs et ses successeurs, ont fait appel à beaucoup de grands noms de la photographie qu'on retrouve dans le livre, hein, Cartier-Bresson, Depardon, Claudine Doury, Martine Franck. William Klein, ce qui est intéressant, c'est que souvent, et c'est là où j'ai l'œil du journaliste, il les prend à contre-emploi. C'est-à-dire qu'il envoie, par exemple, Cartier-Bresson chez LIP pendant la grève des ouvriers. Il demande à Depardon d'aller photographier New York ou à Roversi, qui est un photographe de mode, de photographier le football. William Klein, lui, va à Lourdes parce qu'effectivement, il pressent qu'il sait photographier les foules. D'ailleurs, il y a même une photo de Serge July, des photos de Serge July lui-même, le mythique patron de Libé, quand il est pendant la révolution des œillets. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un peu une contre-histoire ou l'histoire effectivement de la photographie de presse, parce qu'il y a des auteurs qui sont moins connus ou moins célèbres, moins célébrés que ceux dont j'ai cité les noms précédemment, mais qui s'affirment vraiment dans le livre grâce au fait qu'il y a plusieurs images qui permettent vraiment de faire comme la politique des auteurs au cinéma, c'est-à-dire de voir quelle est la spécificité de leur regard. Je voudrais citer Xavier Lambourg, par exemple, qui, notamment à Cannes, signe une série de portraits éblouissants d'Orson Welles, de Truffaut, de Godard, parce qu'il y a aussi cette chose qu'a inventé Libération, qui est d'aller photographier les coulisses. Donc ils vont photographier les coulisses de Cannes, ils vont photographier les coulisses des défilés de mode, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et il y a d'autres photographes comme je voudrais citer Laurent Troude ou Rémi Artige, qui eux, dans la période justement plus contemporaine, et c'est très intéressant parce qu'ils mettent en scène finalement les grands vertiges de la société du spectacle. Par exemple, Nicolas Sarkozy au Sainte-Marie de la Mer, ou devant le Mont-Saint-Michel, où il démonte complètement la mécanique de l'information. Et de la communication politique notamment. Et de la communication politique, il y a beaucoup de politique dans ce qu'on voit dans ce livre. Absolument, et les politiques d'ailleurs sont, et c'est là aussi on arrive aux coulisses, sont montrés comme des personnages. La politique, c'est un théâtre où chacun joue son rôle. On voit Chirac ou Seguin, Philippe Seguin qui s'esclaffe. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Corinne Rondeau, sur cet aspect aussi d'insolence, d'impertinence, il y a une forme de liberté. C'est quand même Libération. On parlait de politique il y a quelques secondes. Quand Libération, par exemple, publie la photographie de Lionel Jospin sans les lunettes, le quotidien va se faire engueuler par le service de presse et de communication de Matignon à l'époque. Donc la photo a un vrai pouvoir. L'idée à l'époque, c'est, en tout cas quand on est photographe, peut-être qu'on débute, c'est d'être en une de Libération, comme on peut être dans Paris Match aussi. Ça, il y a une forme de nostalgie, ou c'est toujours présent aujourd'hui? Alors moi, je trouve que c'est beaucoup moins présent, mais je trouve que, par exemple, la proximité des photographes n'est pas la même. Ensuite, quand vous parlez du théâtre, les gens sont sur le théâtre et ils sont photographiés comme au théâtre. C'est-à-dire qu'il y a une mise... Alors que là, aujourd'hui, je trouve que dans les photos, vous parlez de Sarkozy par exemple, il y a une manière de théâtraliser la mise en scène de la communication de l'image politique. Donc il faut qu'il fasse tout un trajet pour démonter quelque chose. Quand vous avez des politiques des années 70, c'est pas du tout la même chose. Choper quelqu'un comme ça à la va-vite ou prendre la photographie de Giscard à l'époque, c'est Jacques Torregano qui fait une photographie, mais en fait il y a une bousculade dans l'escalier et en fait son flash, son chrono, enfin ce qui permet de synchroniser le flash est déréglé, et donc en fait quand il fait la photographie que Giscard monte, en fait il photographie que les pieds, et donc il y a une ombre de Giscard. Giscard est une ombre, et donc c'est cette photo qui va servir après après avoir perdu les élections en 81. Donc il y a de l'événement, il y a de l'histoire, comme la photographie de Mesrine. Quand vous lisez l'information, je veux dire, Mesrine, on connaît tous cette photo. En fait, cette photo a été prise à un certain moment, elle a été refusée par Juillet à la mort de Mesrine, et elle est sortie beaucoup plus tard, à la sortie du film Mesrine. Donc en fait, on voit qu'il y a de l'histoire, et donc je trouve qu'ils sont beaucoup plus dans des événements, dans des captures. C'est l'époque de pardon d'une certaine manière. Et puis ensuite, il y a quelque chose il faut chercher l'image. On voit que dans la photo, à partir des années après 2000, on voit qu'il y a cette mécanique de penser tout le dispositif visuel à l'intérieur de la photo. Donc il y a une prise de distance en fait des photographes qui est beaucoup moins de proximité. Il y a plus de composition. Je trouve que les DER, par exemple, les photographies des portraits à la fin, sont beaucoup plus
recherchés et je les trouve beaucoup plus pauvres, de mon point de vue. Quand on va chercher d'Agatha pour le confinement, moi je trouve ça pauvre, par exemple. Et il y a ce rapport à la photo plasticienne qui vient peu à peu. D'ailleurs, dans l'exposition, on voit vraiment des dispositifs se mettre en œuvre davantage. Ce beau livre s'appelle 50 ans dans l'œil de Libé, livre signé Lionel Charrier et Charlotte Rothman, préfacé par Serge July. Il y a beaucoup de textes aussi intéressants à l'intérieur des protagonistes et c'est aux éditions du Seuil. On termine cette partie critique par votre coup de cœur à vous, Stéphane Coréard. Vous nous parlez d'un livre de Patrick Martinat aux éditions Cahiers Dessinés consacré à Marcel Bascoulard. Alors d'abord, qui était-il ? Alors je suis très heureux, j'avais pas prévu le coup de cœur pour ça, mais il se trouve que hier la ville de Bourges a été choisie pour être la capitale de la culture européenne en 2028. Et Marcel Bascoulard, c'est une personnalité de Bourges absolument incontournable, puisque à partir des années 40 jusqu'à sa mort dans les années 70, il a vécu dehors, dans les rues et travaillé, puisque c'est un dessinateur qui a dessiné tous les coins les plus touristiques de Bourges, debout, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, et qui discutait avec les passants parce que c'était un homme extrêmement cultivé, intéressé par beaucoup de choses et qui, pour cette raison précise, est devenu clochard. Le livre s'appelle Bascoulard, dessinateur virtuose, clochard magnifique, femme inventée. Je voudrais revenir sur chacune de ces trois parties. C'est un dessinateur virtuose, en effet. Il naît en 1913, il passe très rapidement aux Beaux-Arts et toute sa vie, comme je le dis, il fait ses vues très particulières de Bourges parce qu'elles sont absolument hyper réalistes. C'est-à-dire que chaque pavé, chaque pierre est dessinée et même quand il dessine les arbres, chaque branche, chaque feuille, et comme il prend les mêmes sujets, parfois sur des décennies, c'est extrêmement spectaculaire. C'est toujours angoissant parce que c'est un peu, vous voyez, les villes mortes au début des westerns, il n'y a jamais d'habitants. Et donc on se demande un peu, on a l'impression qu'ils ont tous été irradiés. C'est un clochard magnifique parce qu'effectivement, en 1932, il assiste à l'assassinat de son père par sa mère. Sa mère va ensuite être hospitalisée, il ne la reverra plus. Et il trouve qu'il y a trop de choses à apprendre dans la vie pour perdre son temps à travailler. Il est passionné de géographie, de langue, de mécanique. Et donc, il décide de ne pas travailler, de ne faire que son œuvre et son apprentissage. Et enfin, femme inventée, parce que dernière particularité, dès la fin des années 30, il s'habille en femme. Et non seulement il s'habille en femme, mais il dessine lui-même ses habits, qu'il fait réaliser par des couturières, des élèves couturières. Et dès 49, on le découvre dans le livre, il codifie sa vision des robes pour hommes. Et ensuite, il va multiplier les autoportraits avec ses robes, toujours dans les mêmes poses, qui sont là aussi extrêmement codifiées, avec la même obsession que ses dessins. Chaque photo derrière a le numéro de la pose, la date, etc. Et ça, c'est stupéfiant parce que c'est un travail de performance artistique qui anticipe, par exemple, le travail d'une photographe comme Cindy Sherman, peut-être de 30 ans. Et à ce titre, d'ailleurs, les photographies de Bascoulard sont rentrées il y a quelques années dans la collection de François Pinault, qui les a exposées à Venise, justement à côté de celle de Cindy Sherman. Il a pu vivre de son œuvre, de ce qu'il faisait. Il vivait très chichement, c'est-à-dire qu'en fait, il échangeait ses dessins contre de la nourriture, surtout pour ses chats, et puis contre de l'argent, contre du tissu, pour faire ses robes. Et on retrouve tout ça donc dans ce livre, Stéphane Coréard. Je rappelle ce titre, Bascoulard, dessinateur virtuose, clochard magnifique et femme inventée. C'est signé Patrick Martinat et c'est aux éditions Cahiers Dessinés. On vous met toutes les références de tous les livres dont on a parlé dans cette première partie sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture. Bien sûr, je remercie nos deux critiques. Corinne Rondeau, merci à vous. On se retrouve très bientôt. Stéphane Coréard, merci à vous également. Table critique qui est à réécouter comme toutes les autres sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.